Bonjour à tous, merci d'être connectés. Donc on est déjà 38 en ligne pour ce webinar. Je suggère qu'on patiente encore une petite minute, histoire de laisser les autres participants se connecter, trouver le chemin du webinar. Et puis après, donc on va démarrer. Donc aujourd'hui, on aura un assistant Webikeo sur toute la partie technique. Donc si vous rencontrez le moindre problème de connexion, quel qu'il soit, veuillez le préciser dans le chat et puis on va venir vous aider, en tout cas vous aiguiller le mieux possible pour trouver une solution. C'est aussi le lieu le chat pour poser toutes vos questions, parce que donc on a prévu un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc Noémie pourra répondre à l'ensemble de vos questions si on a le temps, et puis le reste par email éventuellement. Bonjour. Du coup, donc il est bon. 14h32, on va démarrer. Donc merci à tous. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est manager de proximité. Donc ils vous sont essentiels, aidez-le à donner le meilleur d'eux-mêmes, avec donc Noémie Royer, qui est directrice de l'expérience salariée chez Acemis. Donc je vais te laisser un petit peu expliquer tout ça, Noémie. Merci Camille. Bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être là et merci pour votre intérêt sur ce sujet. Je vais faire très vite en matière de présentation, puisque maintenant on trouve tout sur Internet, sur LinkedIn, sur le site d'Acemis, etc. Donc juste vous dire que je travaille moi sur les sujets d'expérience salariée depuis une douzaine d'années maintenant, et que depuis 3 ans et demi, je dirige donc le pôle expérience salariée d'Acemis. Et que c'est donc cette approche de l'expérience salariée qui va nous servir de base pour la proposition qu'on vous fait cet après-midi, de réfléchir à la façon d'aider vos managers de proximité à donner le meilleur d'eux-mêmes. Camille, tu me dis quand on commence, est-ce que j'y vais? On a fait déjà une petite introduction, on a déjà 40 personnes en ligne, je pense qu'on On est peut parti? y Eh aller, ben c'est super, parti. Je vais mettre ma caméra en off et je reviens avec vous tout à l'heure. ça marche. Alors, je vous propose, un peu comme on l'avait d'ailleurs expliqué dans le pitch du webinaire, de regarder deux choses. D'abord, de poser un certain nombre de constats sur la fonction de manager de proximité aujourd'hui, dans quelles conditions on exerce cette fonction, quelles sont les spécificités de ce métier, dans quelles conditions on exerce ces fonctions. Et du coup, on va s'appuyer beaucoup, bien sûr, sur l'expérience qu'on en a chez Acemis pour vous proposer de regarder ce métier du point de vue du manager de proximité et vous donner à voir un certain nombre d'éléments qui peuvent changer du fait qu'on se place du point de vue du manager de proximité pour regarder à la fois le métier à faire et les difficultés ou au contraire les facilités pour exercer ce métier. Et puis à partir de ces trois constats, vous suggérez ou en tout cas échanger avec vous sur 4 pistes d'action pour aider vos managers à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le premier constat qu'on fait, je dois dire vraiment de manière fréquente, évidemment que tout ce que je vais vous présenter ne se retrouve pas systématiquement dans toutes les entreprises et surtout pas la totalité de ce que je vais vous présenter. Pour autant, là, j'ai choisi quelques éléments qui se retrouvent assez fréquemment dans un certain nombre d'entreprises et sur lesquels il nous semble utile de travailler. Le premier constat qu'on fait, c'est que souvent, ce métier de manager de proximité, il mérite d'être mieux explicité. Pour vous l'illustrer, souvent, quand on regarde ce métier-là de son propre point de vue, soit par exemple en tant que membre de la ligne opérationnelle, soit en tant que RH, soit en tant que collaborateur d'une fonction support, on en a une vision, on sait pourquoi on sollicite et on rentre en contact avec ces managers-là, mais on en a la vision de notre propre point de vue. Par exemple, du point de vue de la ligne opérationnelle, qui est donc aussi généralement, enfin pas généralement, la ligne hiérarchique des managers de proximité, on va être sur des sujets et on va travailler avec les managers de proximité sur des enjeux d'activité, de bon fonctionnement du service, de bon déroulement
développement de l'activité, bien sûr sur tous les enjeux clients, sur l'atteinte des objectifs, que ce soit du chiffre d'affaires, de la marge, de la conformité, etc. Et puis, ce qu'on va généralement souhaiter de la part de nos managers de proximité, c'est qu'ils puissent prendre un temps d'avance et que, bien sûr, ils ne soient pas en permanence en réaction par rapport aux tendances du marché, par rapport aux demandes de leurs clients ou par rapport à un certain nombre d'autres éléments, mais qu'ils puissent bien préparer en permanence la suite des activités pour les organiser correctement et pour les optimiser. Ça, c'est si je me place du point de vue, on va dire, de la ligne managériale opérationnelle. Ensuite, je peux regarder ce métier de manager de proximité du point de vue de la RH, où là, pour le coup, le manager de proximité va être un de mes relais principaux, notamment pour ce que j'ai appelé, en allant un peu vite, toutes les activités de gestion des ressources humaines, qu'il s'agisse de connaître les temps de travail des collaborateurs, les absences, les congés, les heures travaillées, etc., qu'il s'agisse de recueillir les besoins en formation, qu'il s'agisse de faire les entretiens qui doivent être faits annuellement ou pluriannuellement, c'est un lien direct qui s'établit entre la RH et les managers de proximité avec à la fois de la transmission d'informations et d'outils ou de supports pour leur permettre de réaliser ces tâches-là, mais aussi, bien sûr, une demande de la part de la DRH que ces activités-là soient faites. Je peux porter un troisième regard sur cette activité de manager de proximité que j'ai appelé le regard de la fonction support, où là, pour le coup, quand je suis soit au contrôle de gestion, soit l'audit, soit à la conformité, au juridique, au marketing, etc., les managers de proximité vont être mes interlocuteurs généralement, soit pour remonter des informations dont j'ai besoin pour alimenter mes travaux de fonction support, soit dans le cadre de la mise en œuvre de nouveaux projets où ce sont bien mes relais finaux pour m'aider à mettre en place un nouveau produit, une nouvelle démarche commerciale, un nouvel outil, etc., etc. Voilà un peu pour le tracer rapidement, ce que peuvent être les regards si, en tant que RH opérationnel ou fonction support, je m'interroge sur le métier de manager de proximité. Mais du coup, et vous l'imaginez bien, si je mets le manager de proximité au centre, je suis pas totalement sûre que la simple addition de ces trois regards soit suffisante pour décrire le métier. La première chose, c'est que d'abord, j'ai bien ma ligne opérationnelle et les fonctions RH, mais bien sûr, les fonctions support, elles sont multiples, elles sont diverses et elles peuvent mener des projets différents et m'adresser des demandes très différentes les unes des autres. Et puis, bien sûr, ce qu'il faut que je rajoute, parce qu'ils font partie de mes interlocuteurs au quotidien, il y a mes clients, mes prescripteurs, éventuellement les collectivités locales ou territoriales, ou même d'autres types d'acteurs professionnels. Il y a bien sûr mes fournisseurs, mes prestataires, mes sous-traitants. Donc, vous voyez que là, du point de vue du manager de proximité, on a déjà à gérer un éventail extrêmement large d'interlocuteurs. Et il se trouve que même si on commence à voir déjà un peu comment la fonction se complique, ce qu'il faut ajouter et qui est très important à mes yeux, c'est que tous ces interlocuteurs-là vont formuler des demandes différentes sur des sujets différents, vont exprimer des priorités différentes, il va y avoir des cycles différents, certaines choses doivent se faire des cycles et des fréquences, certaines choses doivent se faire la semaine, certaines choses se font une seule fois, certaines choses se font une fois à l'année et du coup d'une année sur l'autre, mon interlocuteur va attendre de moi que je me souvienne qu'il faut que je le fasse chaque année et vraisemblablement il va aussi attendre de moi que je me souvienne comment faire quand bien même je ne le fais qu'une seule fois. Les outils vont être différents, les méthodes de travail vont être différentes, etc., etc. Bien sûr le vocabulaire, bien sûr les sigles. Si je discute avec le contrôle de gestion et qu'il me parle de VM, il est possible qu'il me parle de valeur marchande. Si j'entends parler de VM de la part de quelqu'un de la fonction RH, possiblement, il va plutôt me parler de visite médicale que de valeur marchande. Donc, de mon point de vue à moi, manager de proximité, je me retrouve à devoir
gérer non seulement une multiplicité d'interlocuteurs, mais vraiment une multiplicité de sujets, de méthodes de travail, d'outils de travail aussi. Et au final, en tout cas, c'est la proposition que je vous fais moi, je considère que c'est ça la particularité majeure du métier de manager de proximité. Et que c'est notamment sur ce point-là qu'il y a un travail à faire qui consiste à veiller à ce que nos managers de proximité soient bien en capacité de prendre toutes ces demandes, toutes ces sollicitations, toutes ces informations, etc., et d'arriver à articuler, combiner ça et en faire une seule activité qui, pour le coup, est la leur et celle de leur équipe. En parlant d'équipe, vous voyez que j'ai pas mis de flèches entre le manager et son équipe en considérant qu'ils étaient tous au service d'une seule et même activité. Parfois, il y a bien sûr des échanges, mais enfin, c'est pas parfois, il y a des échanges. Parfois, il y a aussi les managers doivent adresser les demandes de leurs collaborateurs, mais comme ça va dans les deux sens, j'ai considéré que c'était moins illustratif de la particularité du manager de proximité. En tout état de cause, pour retenir une chose, me semble-t-il, de la caractéristique de ce métier, c'est qu'il y a un vrai enjeu pour les managers de proximité, et c'est assez spécifique à leur activité, de devoir composer, articuler, manier différents champs et à intégrer tout ça dans une journée, une semaine ou un mois de travail. Voilà pour le premier constat que je voulais vous proposer. Le second, qui me semble intéressant et d'autant plus que il est de plus en plus souvent présent dans les entreprises, c'est que de plus en plus fréquemment donc, les activités des managers de proximité sont dictées par d'autres. Alors il y a évidemment les impératifs du quotidien, on a parlé des collaborateurs, des clients, le fait qu'il y a des demandes, des incidents, des imprévus à gérer, etc. Ça c'est bien normal, ça fait partie du métier de manager de proximité. Il y a aussi tout ce qu'on va appeler actions campagne nationale, qui sont là aussi dans le cœur de métier, mais qui pour autant ordonnance d'une certaine façon et dicte le travail des managers de proximité. C'est bientôt l'été, j'ai telle campagne à faire, j'ai tel produit à mettre en avant, etc., etc. Et donc, c'est une fonction support au national, vraisemblablement le marketing ou la direction commerciale, qui m'adresse la liste d'un certain nombre d'actions que je dois mener pour inscrire mon site, mon agence, ma boutique dans les campagnes d'action nationales. Il y a ensuite, et je l'ai évoqué donc je vais passer vite, le fait que bien sûr il y a les projets et les demandes des fonctions support qui me sont adressées de manière régulière puisqu'on compte aussi sur moi pour mener à bien tout ceci. Et puis, le dernier point, mais qui fait partie aussi des choses importantes dans la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui dans le métier de manager de proximité, le fait de devoir consacrer une partie importante du temps à gérer l'ensemble des demandes. Vous avez vu la multiplicité des interlocuteurs, et puis d'ailleurs j'imagine que vous n'avez pas attendu après moi pour la connaître, cette multiplicité des interlocuteurs, mais pour autant, quand on est, comme on le fait nous régulièrement, assis aux côtés des managers pour voir en quoi consiste leur activité réellement et pas uniquement leur fiche de poste, ce qu'on constate, c'est que ces managers peuvent passer dans une journée jusqu'à 40-50% de leur temps à prendre connaissance des demandes qui leur sont adressées ou qui sont adressées à leur équipe, soit les aiguiller vers la bonne personne, soit y répondre, etc., etc. Mais que, en tout cas, la partie de leur activité qui consiste à prendre connaissance des demandes et à choisir quoi faire de cette demande, à quel moment la traiter, à qui l'adresser, etc., représente aujourd'hui une part significative de leurs activités. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais il y a une étude qui a été menée en 2015 par quelqu'un qui s'appelle Yves Morieux et qui en a fait un livre qui s'appelle Smart Simplicity, et donc il avait calculé que aujourd'hui, dans les équipes, il y avait 40-80% du temps de travail qui ne créait pas de valeur. Là,
et c'est pour ça que j'y consacre quand même un peu de temps dans mon constat. On est vraiment dans la typologie précise d'activité qui ne crée pas de valeur et qui consiste à prendre connaissance généralement d'un mail, mais c'est pas sûr parce que par ailleurs ça peut être des notifications dans d'autres outils. Juste en prendre connaissance pour savoir quoi en faire, et ça veut pas dire que le sujet est traité, ça veut juste dire que on en a pris connaissance et que éventuellement on lui a mis un code couleur qui veut dire que c'est pour moi mais pour plus tard, ou pour mon collaborateur qui va lui-même ensuite en prendre connaissance avant de le traiter, etc. Là, il y a énormément de temps passé qui ne crée pas de valeur et qui surtout engorge l'agenda et le planning des managers de proximité, ce qui fait que nous, on le voit vraiment très souvent et de plus en plus souvent. Au moment de fermer son PC, le manager va se poser la question que j'ai notée, hein, qui est: est-ce que j'ai bien fait tout ce qu'on m'avait demandé de faire? Ce qui donne à voir à quel point il se sent d'une certaine façon dépossédé de son métier, ou en tout cas dépossédé de la maîtrise de son activité. Et où du coup les autres questions qui surgissent un peu plus tard et qui sont aussi l'expression généralement de frustration, qui sont de savoir quand est-ce que je vais enfin avoir le temps de faire mon métier. Je vous ai mis aussi en haut des diapos, des petits verbatims que je commence pas parce que je pense qu'ils se suffisent à eux-mêmes, voilà, hein, mais qui sont des choses que nous on entend et qu'on entend de manière fréquente et représentative quand on est aux côtés des managers sur le terrain. Dernier élément du constat que je voulais vous proposer, alors que je vais faire en 2 temps parce que là encore, le sujet mérite, me semble-t-il, une explication avant de rentrer dans le détail. Aujourd'hui, notre appréciation de la situation des managers de proximité et de l'environnement dans lequel ils travaillent, c'est que souvent on prête insuffisamment attention aux enjeux d'efficacité opérationnelle et on prête insuffisamment attention à un certain nombre de tâches inutiles ou superflues qu'on leur demande de faire à eux ou à leurs équipes. Alors, il ne s'agit pas de bullshit job au sens original du terme, puisque le métier en lui-même est évidemment et éminemment utile. En revanche, ça veut dire que de plus en plus, et notamment je trouve que c'est très marquant dans le métier des managers de proximité, de plus en plus, les activités de ces managers sont polluées par des tâches qui, là encore, ne créent pas beaucoup de valeur, voire même, dans certains cas, sont superflues ou inutiles. Je faisais référence tout à l'heure au livre d'Yves Morieux qui documente très bien ça, hein, effectivement, pour montrer à quel point dans les entreprises aujourd'hui on détruit de la valeur en faisant des choses qui n'en créent pas. C'est encore une fois assez marqué dans les équipes opérationnelles et sur le poste de manager de proximité. Et pour vous donner quelques exemples, ou en tout cas pour vous l'illustrer, il n'y a pas très longtemps, on travaillait chez un client qui était en train de réfléchir à un rituel de management et il avait calculé que globalement, ça prenait 20 minutes par jour pour le manager. Il n'y a évidemment pas d'empêchement à faire ça. En revanche, c'est toujours intéressant de mettre des ordres de grandeur en face. Et en l'espèce, on a fait le calcul, c'est-à-dire que ces 20 minutes chaque jour, au bout du bout, ça représente plus de 2 semaines de travail. Ce qui veut dire que, encore une fois, il ne faut pas juste décider qu'on ne le fait pas, mais qu'en revanche, quand on décide de le faire, il faut avoir en tête et se poser la question, en tout cas c'est notre avis, ça vaut le coup de se poser les questions et de se dire, OK, est-ce que ce rituel managérial va vraiment m'apporter quelque chose qui justifie que je prenne sur les 47 semaines de travail de mon manager, que j'en prenne un peu plus de 2 pour les consacrer à cette activité. Pour vous l'illustrer tout aussi rapidement, mais je me souviens, là c'était il y a un peu plus longtemps, on avait travaillé dans des agences et tous les matins, le manager recevait un document qu'il devait imprimer. Et il se trouve qu'il y avait quelques aménagements de mise en page à faire et globalement, ça prenait 2 minutes, donc vraiment très court, vous voyez, de faire ces ajustements de mise en page avant d'imprimer le document. Sauf que, là encore, une bête
une bête calculette permet d'identifier que il y avait donc 2 minutes par jour fois 6 jours puisque ces agences étaient ouvertes 6 jours sur 7 fois 230 agences. Au bout du bout, ça représente 2400 heures de travail et que certainement elles seraient mieux employées à faire autre chose. Et d'ailleurs, on a très rapidement identifié la solution pour que la mise en page soit faite dès l'envoi du document plutôt que à faire par les managers. Et de fait, on gagne certes que 2 minutes par jour, mais au final 2400 heures par an. Là encore, c'est juste d'avoir des ordres de grandeur et une préoccupation en tête. Ça ne veut pas dire qu'on peut toujours échapper à ça, mais qu'en tout cas, se soucier de ce qu'on demande à nos managers de faire et s'assurer qu'on n'est pas en train en permanence de mettre dans leurs agendas et dans leur planning de la journée des choses qui vont les détourner du cœur de leur activité et de là où ils sont vraiment attendus, notamment par la ligne opérationnelle, mais plus généralement là où ils créent véritablement de la valeur. Je vous ai détaillé un petit peu ce qui, à mon sens, mérite d'être considéré et réfléchi justement pour se préoccuper de dépolluer les agendas des managers de proximité. Je vais juste insister sur quelques points, puisque pour le coup, vous les avez sous les yeux et vous pourrez les télécharger. Un point, souvent, ça crée un peu de surprise quand j'évoque ce sujet-là, donc je vais m'en expliquer sur les outils bureautiques. Aujourd'hui, les outils bureautiques, pour un certain nombre de métiers, du simple fait de l'explosion des reportings et de l'explosion de la circulation des informations par mail, les outils bureautiques sont l'outil principal de travail d'un certain nombre de métiers, dont pour la plupart celui des managers de proximité. Et si vous faites le parallèle, par exemple, avec une caissière, je pense qu'une chef de caisse ou même un patron de supermarché n'envisage pas un seul instant qu'une caissière puisse travailler sans maîtriser parfaitement son outil de travail, en l'occurrence sa caisse. Pour les managers de proximité et pour les gens qui travaillent sur des outils bureautiques, généralement, on se contente d'une maîtrise moyenne de ces outils, sauf que ça leur fait perdre un temps fou et que c'est l'outil principal qu'ils utilisent au quotidien et donc ils perdent du temps tout le temps sur ces activités-là. Les doubles saisies, les nombreux outils, je pense que ça, je vous apprends rien, mais ça fait évidemment partie des sujets à regarder. Le fait que les activités soient fractionnées, qu'elles soient fréquemment interrompues, c'est un sujet qui aujourd'hui est d'autant plus important que là encore, on travaille beaucoup plus sur écran que sur papier. C'est très facile si je travaille sur papier, au moment où je suis interrompue, de noter où j'en suis. Quand je suis sur écran, possiblement, du coup, je vais changer d'écran, sortir de là où je suis, etc. Et donc, je perds le travail que j'étais en train de faire ou je ne m'y retrouve plus au moment où je peux m'y remettre. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de choses là qui viennent gréver et empêcher l'efficacité opérationnelle des managers et de leurs équipes et qui, du coup, les détournent, là encore, de la création de valeur que vous attendez d'eux. Et voilà, et comme le dit le titre de notre webinaire, l'idée, c'est de réfléchir ensemble à comment on les aide à donner le meilleur d'eux-mêmes. Typiquement, tous ces sujets-là les détournent de ce qu'ils peuvent vous donner de meilleur pour l'activité et pour la performance de votre entreprise. Voilà, du coup, pour le constat. Et puis, je vais vous proposer 4 pistes d'action. La première, je vais pouvoir aller assez vite, je pense, parce que du coup, j'en ai déjà abondamment parlé, c'est décrire le métier du point de vue du manager. Hein, donc là, je vous ai proposé de faire cet exercice rapidement, en tout cas en termes de méthodologie, mais il y a un vrai intérêt à le faire. Et je dirais même, plus qu'une piste d'action, c'est quasiment un préalable. Mon conseil, c'est de bien distinguer dans ce que vous identifiez des activités de vos managers de proximité, de bien identifier ce qui est vraiment leur cœur de métier, là où vous les attendez, ce pourquoi ce métier existe, ce pourquoi ce poste existe, et puis aussi ce qui est moteur pour eux, ce qui fait qu'ils se lèvent le matin, ce qui fait qu'ils sont fiers de faire ce métier-là, ça c'est vraiment le cœur de métier. Et puis les alentours du métier dont j'ai parlé et qui sont plutôt des activités qu'il faut faire, mais qui pour autant ne sont pas le cœur du métier. Je vous prends un exemple, un inventaire de parc automobile ou un inventaire de parc informatique. C'est généralement pas le cœur de métier
du manager de proximité, sauf s'il travaille justement à la gestion de ses parcs. Mais sinon, si je suis manager en boutique, c'est pas mon cœur de métier. Il faut bien que je le fasse. Pour autant, si c'est simple et si c'est rapide pour moi de faire ça, ce qui me permet ensuite de me remettre vraiment sur mon cœur d'activité, c'est beaucoup mieux pour moi. Donc, essayez de faire cet exercice-là. Ça vous permet, d'une part, de faire une présentation exacte des métiers de manager à vos futurs managers. Je pense que vous avez tous croisé comme moi des managers qui sont malheureux comme les pierres parce que la réalité de leur métier ne correspond pas du tout à l'image qu'ils se faisaient de ce métier avant de l'exercer eux-mêmes. Ça vous permet aussi d'identifier les compétences stratégiques pour exercer ce métier-là. Et à nouveau, je me fais un peu insistante, mais je trouve ça important, notamment ces compétences pour adresser la complexité, articuler les activités les unes par rapport aux autres, composer avec les différentes demandes et les différentes priorités. À partir de là, construire un parcours de montée en compétences. Je vous présenterai quelques éléments liés à ça juste après. Et puis, et je l'ai déjà évoqué, simplifier les alentours du métier pour vraiment dépolluer les fonctions et permettre aux gens de se mettre sur les activités qui créent de la valeur pour l'entreprise et qui sont par ailleurs les activités où eux trouvent des sources de motivation et d'engagement. Alors, de l'activité prescrite au pouvoir d'agir, là, l'idée, c'est de dire, on sort d'une activité dictée par les autres et on redonne aux managers vraiment le pouvoir d'agir et de prendre des initiatives et de s'approprier les marges de manœuvre qui vont leur permettre, là encore, de mener leur activité et de mener leur service, d'ajuster, de préparer l'avenir, de s'ajuster à la situation, au contexte, etc. Donc là encore, ce sur quoi vous les attendez. Pour faire ça, il y a différents sujets. Là, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus complexe, ou en tout cas qui demande d'être un peu plus organisé, puisque il faut à la fois que vous leur redonniez de l'espace, donc du temps, pour faire ça, pour s'approprier ces marges de manœuvre et pour les utiliser à bon escient. Bien sûr, ce temps pris, ou en tout cas, pardon, ce temps gagné, il faut qu'ils arrivent à le prendre, par exemple, sur la dépollution des activités, ce qui demande quand même un travail, notamment un travail avec les fonctions support. Ça demande aussi certainement d'avancer sur les outils pour leur faciliter l'usage des outils. Et puis, bien sûr, en parallèle de ça, il y a aussi à organiser leur montée en compétences, notamment parce qu'un certain nombre de managers ne sont plus habitués à utiliser pleinement leur marge de manœuvre. Moi, je me souviens d'une manager qui m'avait dit que si un jour elle perdait sa boîte mail, elle serait bien désemparée pour travailler. Voilà, on s'habitue à se faire dicter son travail par d'autres. Généralement, les gens ont absolument le potentiel pour refaire différemment leur métier. Pour autant, ça vaut le coup de les éclairer et de les accompagner pour qu'ils sachent qu'ils sont en mesure de reprendre vraiment la pleine maîtrise de leur métier. Je parle quand même un peu de management d'équipe pour le coup, hein, puisque vous avez vu que pour l'instant, j'ai beaucoup plus parlé de management d'activité que de management d'équipe. Là, pour le coup, ma préconisation, c'est vraiment de travailler ce sujet-là en changeant la posture et en aidant vos managers à changer de posture, c'est-à-dire de plus passer du management d'une équipe où finalement je fais les choses pour mon équipe, mais vraiment d'un management en équipe, c'est-à-dire tous ensemble on manage une activité et c'est pas moi manager qui non seulement doit répondre aux fonctions support à l'ARH, à mon manager opérationnel, etc., mais en plus m'occuper de mon équipe. Ça pour deux raisons. D'abord parce que c'est intenable pour les managers et j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous l'ont constaté de manière assez aiguë au moment de la crise sanitaire, hein, c'est-à-dire que là il fallait tout gérer et en plus de ça, on a demandé aux managers de proximité de gérer le travail à distance de leurs équipes et notamment de veiller à ce que les équipes aillent bien. Et donc, on a vu
dans pas mal d'entreprises, des managers en grande difficulté de ce fait-là, parce qu'en fait, ça fait trop. Et que donc, il faut entendre aussi que ça fait trop et il faut les aider à répartir ce travail-là et à en faire un travail d'équipe, un travail collectif pour éviter que tout ne pèse sur leur épaule. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, je vous ai mis un petit graphique qu'on utilise plus généralement plutôt quand on se parle d'expérience salariée au sens large, mais que je trouve intéressant aussi dans notre discussion de cet après-midi, qui est de mettre sur deux lignes, d'un côté plutôt des actions de prise en charge et de l'autre côté plutôt des actions de mise en action des collaborateurs, et puis à la verticale, des actions plutôt adressées aux individus et puis d'autres en haut adressées au collectif. Il se trouve que la tendance générale depuis quelques décennies maintenant est plutôt du côté de la prise en charge individuelle, alors que tous les travaux des sciences du travail, et je pense notamment aux travaux qui sont menés au CNAM, montrent que c'est quand on va du côté de la mise en action collective qu'on produit le meilleur engagement et que bien sûr pour l'entreprise, on est aussi du côté de la création de valeur. Ce qui veut dire que là, il y a certainement à aider vos managers à savoir doser, combiner, varier leur façon de se positionner vis-à-vis de leur équipe. Bien sûr qu'à certains moments, ils vont continuer à travailler pour l'équipe, mais à d'autres moments, il faut qu'ils soient en posture de travailler avec leur équipe ou aux côtés de l'équipe. De temps en temps, la dynamique de l'équipe fait que elle fonctionne toute seule, donc le manager peut en profiter pour se mettre un peu en retrait et faire d'autres tâches, préparer son budget, préparer un audit de renouvellement de je ne sais quel agrément, etc. Et puis, garder quand même un œil sur l'équipe et au moment où il identifie que la dynamique s'essouffle un peu ou que, comme il n'est pas là, il y a des arbitrages qui ne se font plus, reprendre sa place dans l'équipe pour redonner de l'élan, etc. Donc, vraiment un vrai travail de mobilisation de compétences et de postures extrêmement différentes les unes des autres, mais qui permettent d'avoir d'adresser complètement tous les besoins de l'équipe et surtout de faire en sorte que ce soit bien un collectif de travail et non plus un manager qui travaille ou qui, en tout cas, fait les choses pour son équipe. Un dernier point, et puis après, j'aurais presque pas débordé, je suis assez fière de moi pour tout vous dire. Un dernier point qui est le sujet de la montée en compétences des managers de proximité. Alors là, je vous ai mis la référence, je me suis inspirée d'un travail qui a été mené par Yves Clos dans un de ses ouvrages qui est un peu plus ancien, qui s'appelle Travail et pouvoir d'agir. Et dans la conclusion de ce livre, il explique qu'il y a 4 grandes phases d'apprentissage d'un métier qui permet de passer du statut de novice au statut d'expérimenté. Et donc, vous les avez là sous les yeux. Il y a entrer dans le métier qui rentre, être du métier, avoir du métier. Et ce qu'il montre, c'est que ce qu'on fait dans ces différentes phases d'apprentissage du métier, ce dont on a besoin est extrêmement différent d'une phase à l'autre, puisque quand on entre dans le métier, ce sont globalement les procédures, les guides, toutes les petits tutos internes, etc., qui vont nous permettre, qui vont nous servir quasiment de béquilles pour commencer à faire les choses, quand bien même on ne sait pas les faire. Et puis, au fur et à mesure de ces différentes étapes, on acquiert de plus en plus d'expérience, d'autonomie, et on s'émancipe et on arrive à s'affranchir de plus en plus de ce qui nous servait au départ, c'est-à-dire des guides, des procédures, etc. Et du coup, moi, je trouve assez intéressant de prendre ces 4 phases-là et de regarder ce que ça veut dire pour organiser la montée en compétences de vos managers de proximité, où on va à nouveau démarrer avec plutôt des formations fondamentaux du management. Évidemment, que si vos managers ont aussi une fiche de poste, ça les aide à prendre la mesure de leur métier, ils vont s'appuyer sur des guides internes, et puis progressivement,
vous allez leur permettre de s'affranchir de ça et au fur et à mesure, à partir de leur expérience, de monter en compétence et de se créer eux-mêmes leurs propres pratiques qui seront certainement pour eux les mieux adaptées. Ça peut passer par, vous voyez sur le métier qui rentre, c'est à ce moment-là que le fait de pouvoir connaître les bonnes pratiques de ses collègues et de pouvoir les tester pour soi-même, c'est à ce moment-là que c'est le plus utile. C'est aussi à ce moment-là que l'apprentissage par observation des collègues est très intéressant. Et puis une fois on est sorti de cette phase-là, les sujets du co-développement deviennent très utiles parce que là, on a vécu suffisamment de situations pour pouvoir commencer à rentrer dans des processus réflexifs qui permettent que les situations qu'on a vécues deviennent de l'expérience et qu'on sache la mobiliser un peu plus largement, etc., etc. Voilà. Et puis, si je suis allée trop vite et si vous avez besoin de détails, c'est le moment des questions et des remarques. J'espère que ce que je vous ai expliqué ou en tout cas proposé vous a intéressé et j'attends donc vos questions avec plaisir. Merci beaucoup Noémie d'avoir défriché le métier de manager de proximité et puis d'avoir partagé avec nous les pistes d'action pour aider les managers à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Du coup, avant de passer à la séquence de questions-réponses, je voulais vous inviter à consulter aussi la page ACEMIS que vous pouvez retrouver sur Webikeo pour trouver l'ensemble de nos webinaires donc sur les sujets d'expérience salariée, mais aussi transformation culturelle des entreprises et puis d'expérience client. Donc, je vois pas pour l'instant de questions, mais je me dis qu'on peut quand même s'en poser quelques-unes entre nous. Qui est donc, est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner sur la façon de faire pour décrire le métier vu du manager? Ah oui, alors ça, du coup, Camille, tu le sais, puisque c'est des choses qu'on fait ensemble en ce moment, justement. Absolument. Mais effectivement, là, il y a un vrai intérêt à regarder les choses en plusieurs étapes et notamment à prendre absolument le temps de découvrir le métier de l'intérieur, c'est-à-dire vraiment en étant aux côtés du manager et non pas en structurant ou en organisant la collecte d'informations, mais justement en collectant les informations qui se présentent. Je m'explique. Mhm. C'est du coup rester déjà suffisamment longtemps avec un manager parce que par exemple une demi-heure d'entretien pour se faire expliquer les choses, le manager va globalement vous expliquer sa fiche de poste, peu de choses supplémentaires, alors que si vous restez à ses côtés et que vous l'accompagnez d'une part dans son service ou même à l'extérieur s'il va à l'extérieur et puis dans son bureau, vous allez pouvoir justement voir sans que ce soit dirigé et donc sans que ce soit artificiel, les demandes qu'il reçoit, à quel moment il est interrompu, pourquoi on vient le voir, quelles questions on lui pose, qui le contacte, etc. Et c'est vraiment à partir de ça que vous allez... Alors du coup, ça fait des collectes d'informations qui sont un peu importantes et qu'il faut ensuite structurer, analyser, etc. Mais là, pour le coup, vous êtes sûr d'avoir une vision complète et, comment dire... non, sans cosmétique de la fonction de manager. Ok, très bien. Du coup, donc il y avait donc Frédéric qui demandait quel était l'auteur cité en référence dans ta dernière diapo. Donc peut-être que sans me tromper, il me semblait que ce soit Yves Morieux, mais Alors, j'en ai cité deux, je vais les mettre dans le chat. Yves Morieux, c'est Smart Simplicity. C'est notamment lui qui a beaucoup travaillé sur les enjeux d'efficacité opérationnelle. Donc celui-là, il est parti dans le chat. Et l'autre qui est sur la c'est diapo, Yves mais je vais le Clos. remettre. Ouais, c'est Yves Clos. Voilà, donc en fait, sur la dernière diapo, c'est bien Yves Clos. Voilà, c'est ça. Et du coup, je vais le remettre aussi dans le chat. Parfait. Il est un peu, enfin, Yves-Claude ne se soucie pas d'être facilement compréhensible ou compris des gens qui ne sont pas universitaires. Donc, bon, faut s'accrocher un peu, mais c'est intéressant. Ça vaut le coup. Donc, on a une autre question d'Elisabeth qui nous dit bonjour, au regard de vos propos, quel serait le rôle du manager de manager? En quoi il est utile pour le manager de proximité?
Alors, il y a de toute façon effectivement l'utilité de la ligne managériale dans son ensemble et par exemple au titre de la ligne hiérarchique, hein. C'est vrai qu'il y a eu quelques travaux et préconisations ces dernières années qui tendaient à dire qu'on pouvait se passer de management et de ligne managériale. C'est pas du tout notre approche chez Assemis parce que notamment c'est ça qui permet que chacun soit assuré que les règles sont respectées dans l'entreprise. Ça fait partie du rôle du manager que de s'assurer que les règles soient respectées et donc chacun a besoin d'un manager qui va lui-même garantir ça à l'échelle de son périmètre. Ça c'est la première chose. Et puis après surtout en fait le manager de manager, il a effectivement un vrai intérêt à aider ces managers de proximité justement dans la compréhension des activités, euh, dans le sujet de l'organisation du travail est un sujet éminemment important hein, du fait de la multiplicité des activités, des demandes à adresser, etc. Et donc ça, chaque fois que quelqu'un sait aider un manager de proximité à s'emparer de ce sujet-là, à poser les sujets sur la table, j'allais quasiment dire au sens littéral du terme, pour voir comment organiser son activité, l'activité de son service, la sienne propre, etc. Et puis, bien sûr, le soutien managérial qui est aussi extrêmement important. Ça fait partie, me semble-t-il, de la valeur ajoutée qu'apporte un manager de manager. Merci beaucoup, Noémie. Peut-être encore une dernière question. Donc, dans ta piste d'action qui s'appelle hein, du management d'équipe au travail collectif, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si tout le monde peut être un bon manager? Alors, J'allais la poser. oui, bien sûr. En fait, je vais dire non. Bien sûr que non, de la même façon que tout le monde ne peut pas être menuisier ou que tout le monde ne peut pas être coiffeur ou que tout le monde ne peut pas être aide-soignante. Euh, Là, ce qui me fait hésiter par rapport à cette question, c'est qu'on a souvent tendance à personnifier et personnaliser beaucoup la fonction de manager et à considérer, c'est pareil, hein, souvent on va aider les gens à rentrer dans la fonction de manager, par exemple en leur demandant de découvrir quel est leur style managérial ou en passant par des enquêtes, leur proposer des questionnaires de personnalité, etc. Ce qui fait que on a tendance à vraiment faire une sorte à réduire la fonction de manager à des enjeux de personnalité. Et là, pour le coup, je ne crois pas du tout que ce soit le sujet. C'est-à-dire que c'est un vrai métier avec des vraies pratiques professionnelles et ça s'apprend. Donc, quand bien même quelqu'un, pour être manager, n'aurait pas toutes les facilités du monde, bien sûr qu'il peut apprendre et bien sûr qu'il peut progresser là-dessus. Après, comme tous les métiers, il y a des facilités où il y en a moins, et puis il y a surtout de l'appétence, pour utiliser un mot maintenant bien utilisé sur ces sujets-là, c'est-à-dire que un manager qui n'aurait pas envie de courir partout au quotidien, de devoir en permanence répondre aux sollicitations de ses collaborateurs, de ses clients, du siège, etc., il va être malheureux. Donc autant qu'il fasse un autre métier. Et pardon, juste pour terminer, en revanche, ça veut dire que dans les entreprises, et je sais que les grandes ont ce sujet-là en ligne de mire, mais il est important, dans les entreprises, jusqu'à présent, on considérait que le passage par les postes de management était la progression professionnelle classique et quasi exclusive. Donc il y a un vrai intérêt à regarder d'autres choses. Moi, j'ai le souvenir d'avoir travaillé dans un abattoir avec des chefs d'équipe qui du coup étaient ouvriers et qu'on avait passé chef d'équipe parce que c'était ça la progression professionnelle et à qui ce métier ne plaisait pas du tout. Donc, si on sait leur proposer d'autres choses pour reconnaître leur expérience et leur qualité professionnelle sans les mettre sur des métiers où ils sont mal à leur aise, c'est une bonne idée. Très bien. Et du coup, sans transition, tu parlais de qualité. Il y a Joséphine qui nous pose la question. Donc, quelles sont les qualités du manager de demain? Alors, c'est difficile. Alors,
Oui, qualité. On va du coup, je vais rester cohérente. Je vais parler de Oui. compétences, mais pour il y a vraiment ce sujet-là d'arriver à embrasser la complexité. Alors l'idée n'est pas de les envoyer suivre le séminaire d'Edgar Morin sur la complexité, hein, mais vraiment de les aider à adresser ce sujet-là. Pour moi, ça c'est le premier, hein, c'est-à-dire je suis confrontée à une multiplicité et il faut que j'arrive à structurer et organiser cette multiplicité qui m'environne, cette complexité qui m'environne. Pour moi, ça c'est une première compétence importante. La deuxième compétence, c'est d'arriver à métaboliser le plus possible les situations vécues pour en faire de l'expérience. Ça, c'est très important. Sinon, je suis comme un bouchon ballotté dans un torrent. Il faut que chaque fois que il m'arrive quelque chose et que j'apporte une réponse à une situation, et notamment à une situation managériale, il faut que j'ai la capacité de transformer ça en expérience pour pouvoir réagir plus vite et de manière plus assurée la fois suivante, et puis pour élargir à chaque fois mon éventail de réponses possibles. Donc ça, je dirais que c'est les deux. Il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé parce que c'était pas forcément et puis surtout parce que j'ai déjà débordé. Mais en revanche, il y a un autre sujet qui va venir rapidement, ça va être la capacité de se positionner aussi par rapport au système d'aide à la décision, par rapport aux algorithmes, et où là, il va y avoir un vrai enjeu pour vos managers de proximité d'arriver à prendre notamment les éléments issus des algorithmes ou de vos outils d'aide à la décision et de pouvoir avoir un regard critique sur ces résultats-là, soit pour décider de les suivre, soit pour décider de faire autrement, mais parce que sinon, ils vont faire, enfin, vous avez le risque que ce qui est mis en œuvre ne soit que la stricte exécution d'un outil statistique qui produit une analyse et que vous perdiez le bénéfice de l'expérience et de l'intelligence de situation de vos collaborateurs sur le terrain. Donc, dans le rapport entre les managers de proximité et les systèmes d'aide à la décision, il y aura quelque chose à travailler qui est de l'ordre du regard critique. Merci beaucoup. Il y a encore une question, donc pour ceux qui peuvent rester, on peut éventuellement la prendre, hein, Noémie. Donc de Oui. Alain qui dit quelle est selon vous la mission première du manager de proximité? Est-ce que c'est de communiquer ou d'organiser, ou peut-être troisième option, aucun des deux? Je ne sais pas. Dites-moi. Je vais avoir du mal à choisir, hein. Je pense que justement, hein, la particularité de ce métier-là, c'est qu'il est multidimensionnel et qu'il faut arriver à, si vous me passez l'expression, tout faire rentrer. Et à choisir, à certains moments, c'est la communication qui va être primordiale parce que c'est ça qui manque aux équipes pour trouver le ressort et l'énergie d'avancer. À d'autres moments, c'est l'organisation qui va être primordiale justement parce que on est dans des temps un peu instables et que les équipes ont besoin que le manager structure le travail et l'organise. Donc, je dirais quasiment, pardon du coup de ne pas choisir entre communiquer ou organiser, mais je dirais quasiment que pour moi, la mission première, c'est d'arriver à discerner, c'est-à-dire à analyser la situation et à choisir la réponse. De temps en temps, ce sera de la communication, de temps en temps, ce sera de l'organisation, de temps en temps, ce sera un acte managérial pur, collectif ou individuel, de temps en temps, ce sera autre chose. Mais voilà, c'est quelle analyse de la situation, une analyse pertinente de la situation, et à partir de cette analyse, choisir le type de réponse qui va permettre de produire le meilleur effet. Très bien. Merci beaucoup. Je vois que tu nous as mis à l'écran aussi donc tous les anciens webinaires que tu as faits, donc sur les sujets d'expérience salariée. Dans le chat, je vous ai aussi mis donc le lien vers la série de podcasts Les mots de l'expérience salariée, donc que tu as aussi réalisé avec une de nos collègues, Ludivine. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous ces éléments un peu dans le chat, et puis sinon sur notre page Webikeo. Le mot de la fin, ah voilà, merci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Le mot de la fin avant de clôturer le webinaire?
Oui, puis je suis en train de regarder les questions. Je confirme, Vincent, effectivement, les managers de proximité ont aussi une énorme responsabilité en matière de sécurité au travail. Et là, pour le coup, ça fait pleinement partie de leur cœur de métier. C'est aussi en ça, pardon, j'insiste, mais que c'est important de les dépolluer du reste pour qu'ils puissent exercer vraiment pleinement les responsabilités qui sont dans leur cœur de métier. Et donc voilà. Donc merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. On va du coup clôturer et puis donc ce webinaire sera disponible pardon, en replay, donc vous pouvez le diffuser autour de vous. Merci, au revoir. Merci, bon après-midi.